Écoutez, bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire pour rester dans les temps. Je m'appelle Sylvain Chamaillard, donc je suis responsable scientifique et technique du pôle DREAM, qui va s'appeler dans quelques jours Aquanova, fusion du pôle DREAM et Hydreos, donc région Centre-Val de Loire et Grand Est. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, d'ouvrir ce webinaire pour comprendre la directive IED et les diagnostics écotoxicologiques, pardon. Donc webinaire sur les rejets aqueux, qui a été co-construit en partenariat avec le CSFO et France Biosurveillance, que je remercie, et avec la contribution de la DGPR et de Monsieur Malgorn, que je remercie chaleureusement pour sa présence aujourd'hui et la présentation qu'il nous fera. Laurent, je te laisse quelques mots en introduction, et puis après je passerai à la présentation rapide du pôle et au programme. D'accord, merci. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Laurent Viviani. J'ai cofondé France Biosurveillance et je fais partie du bureau du comité stratégique de la filière de l'eau. Et donc, je travaille pour le groupe Carso en tant que responsable des affaires publiques. Et donc, je remercie sincèrement la DGPR pour nous consacrer du temps. Également, Sanofi, qui va présenter un retour d'expérience sur justement comment respecter cette nouvelle directive IED. Mais voilà, donc merci encore une fois à la DGPR, merci à Sanofi et alors j'ai mal prononcé le ex-Solvay, je vais dire, je n'arrive pas à le prononcer, je suis désolé. Senxo, c'est ça? Comment on le Alors, présente? bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez dire Solvay France, puisque c'est encore la société Solvay France, et le groupe, c'est Syensco. Et Syensco. globalement, voilà. Ok, top. Merci, Jocelyn. Voilà, écoutez, je laisse Sylvain présenter le programme et puis ensuite je vous propose de commencer et surtout de laisser un temps de questions-réponses à la fin sur l'ensemble des présentations. Sylvain, à toi. Merci Laurent. Donc je vais très rapidement faire une présentation du pôle. Ensuite, Monsieur Malgorn de la DGPR, qui est chef du bureau de la nomenclature des émissions industrielles et des pollutions des eaux, nous fera une introduction sur la réglementation. Il y aura ensuite deux retours d'expérience. Je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un que j'entends en même temps que moi. Merci beaucoup. Deux retours d'expérience d'industriels, Sanofi et Syensco ou Solvay France, si j'ai bien suivi. Ensuite, il y aura des actualités qui nous seront montrées par France Biosurveillance et une présentation de Toxem. Et puis, il y aura des présentations d'offres écotexologiques par Eurofins, par Marie Sartelet, et Carso par Frédéric Garivier. Et ensuite, on laissera la parole aux participants pour l'objectif étant d'échanger. Alors, pour faire très court, qui on est Aquanova, vous nous identifiez peut-être pas encore sous ce nom-là, mais on est la fusion, je l'ai dit en préambule, du pôle de compétitivité historiquement DREAM et Hydreos. Donc pôle de compétitivité tout fraîchement labellisé en 2024. L'ambition de ce pôle, qui a 3 ancrages, un à Orléans, un à Tomblaine et un à Strasbourg, donc sur 2 régions, Grand Est et région Centre-Val de Loire, a pour ambition d'être au service de la transition hydrique des territoires dans le contexte de changement global sur le cycle de l'eau. On représente aujourd'hui à peu près 320 adhérents, c'est-à-dire 320 structures qui cotisent annuellement pour intégrer notre réseau. À peu près 260 entreprises avec 80% de TPE-PME, 88% d'entreprises de spécialité, c'est-à-dire qui développent des solutions, soit de caractérisation, de métrologie, soit de traitement, soit d'aide à la décision. On a sur la phase 4, la dernière phase des pôles, pendant 4 ans labellisé, c'est-à-dire auditionné et vu à peu près une centaine de projets, dont 16 projets européens, et sur ces 100 projets, un peu plus de la moitié ont obtenu un financement, ce qui est gage de qualité de l'accompagnement des pôles sur les guichets de financement public. Et vous voyez en dessous quelques logos, ce sont nos financeurs que l'on remercie pour leur soutien sur ces dynamiques. Alors les pôles, on a à peu près tous les mêmes missions.
Notre principale mission est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, animer un écosystème à travers des animations, des mises en relation, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel. On a une deuxième mission qui est extrêmement importante sur ce qu'on appelle l'ingénierie de projet, identification du guichet de financement, accompagnement sur les mises en relation, montée de consortium, labellisation des projets, c'est-à-dire à travers un comité d'experts qui regarde votre projet en amont du dépôt sur le guichet de financement public, et puis ensuite le suivi du projet et sa communication et sa valorisation. Il y a une troisième mission qui est extrêmement importante, c'est l'Europe. L'Europe pour être là, pour écouter ce qui se passe en termes de réglementation. L'Europe pour aller chercher des financements, forcément sur les guichets R&D, voir ce que les autres réseaux font. Et puis l'Europe pour rentrer dans des projets, le pôle en tant que tel, dans les consortiums, pour intégrer des projets, pour redescendre de l'information à nos adhérents, mais aussi faire ce qu'on appelle le cascade funding, c'est-à-dire aller chercher de l'argent dans des projets européens pour le rétribuer sous forme d'appel à projet à nos membres. Pas que, mais notamment à nos membres. Et puis la dimension internationale qui est extrêmement importante, visibilité du savoir-faire français à l'international, essentiellement sur le cycle technique de l'eau à la base, mais on peut l'élargir au cycle de l'eau au sens large, à travers soit des projets où on peut accompagner des membres sur des guichets de financement à l'Europe, à l'international, pardon, type des FASEP, ou alors aller avec des délégations, avec nos membres à l'international pour essayer de vous faire développer du business. Pour faire très court, on a des marchés de prédilection sur lesquels on travaille avec nos membres. Forcément, le secteur agricole, forêt, qui est en danger par rapport à la ressource en eau, mais aussi consommateur de ressources. Donc, on est là pour essayer de les aider. L'industrie, forcément, puisque vous n'êtes pas sans connaître le plan eau et les différentes directives et les axes de sobriété qu'on doit accompagner pour rendre et garder nos sites industriels performants. Les territoires et les collectivités, c'est forcément après les industries une deuxième cible extrêmement importante sur la gestion de la ressource en eau, que sont les territoires et les collectivités, une partie sur santé, bien-être, qualité de vie, et puis l'environnement et les milieux naturels, la préservation de ces écosystèmes au sens large. Et on travaille 4 domaines d'activité stratégiques, pas de grand scoop, hein, la quantité forcément, la qualité, la connaissance à travers les données, le numérique et le partage, l'accompagnement du changement, partager la ressource, partager les informations, et puis les notions d'aménagement et de risque. Si vous regardez la télé ou lisez la presse, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas une journée dans le monde où il n'y a pas un risque naturel qui est lié de près ou de loin à l'eau. Et notre objectif global étant d'accompagner la transition hydrique de nos régions pour les rendre résilientes et prendre en compte les spécificités socio-économiques, hydroclimatiques bien sûr, et environnementales de chacune de ces territoires. Il n'y a pas une seule solution, ce sera des solutions à mettre en œuvre en fonction des différents territoires. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, vous pourrez revenir vers nous si vous avez des questions concernant le pôle. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Malgorn que je remercie et vous me dites, je suis à vos ordres pour passer les différentes slides. Merci beaucoup. Parfait, merci. Alors aux ordres peut-être pas, hein, mais enfin, avec plaisir en tout cas pour vous passiez les diapositives. Donc bonjour à tous. Donc je suis le chef du bureau de la nomenclature des émissions industrielles et des pollutions des eaux à la Direction générale de la prévention des risques au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est donc dans ma direction générale que l'on s'occupe de toutes les installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment, bien sûr, et de la réglementation correspondante. Dans mon bureau, on s'occupe le plus particulièrement de la directive IED sur les émissions industrielles, de différents secteurs d'activité ICPE, comme tout ce qui concerne le textile, le cuir, le traitement de surface, le bois et le traitement du bois, les stations de traitement industriel, etc. On s'occupe aussi de 2 outils que vous devez connaître, que sont GIDAF et GREP, sur lequel GIDAF, c'est l'endroit où vous déclarez la surveillance des émissions de votre établissement. Et GREP, vous déclarez une fois par an, avant le 31 mars, les quantités de déchets produites et les quantités de polluants émis dans l'eau ou dans l'air.
On s'occupe également de tous les sujets eau des ICPE. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, en plus d'IED, bien sûr. Et donc, les sujets eau, c'est tout ce qui va concerner les rejets, la gestion de la ressource. Donc, dans les derniers textes qu'on a proposés, il y a l'arrêté ministériel sur la recherche des substances perfluorées, la LEPIFAS, donc, qui a été pris par mon bureau l'an dernier. Il y a l'arrêté sur la sécheresse qui réduit la consommation en fonction des niveaux de crise qui vont être atteints localement. Et donc là, vous avez des obligations de réduction des quantités prélevées dans le milieu. On s'occupe aussi de la réutilisation de l'eau, bien sûr. Là, on va mettre en consultation très prochainement un arrêté pour les usages domestiques dans les ICPE notamment, et puis l'écotox. Comme aujourd'hui. Donc, je vais très rapidement vous rappeler la réglementation européenne qui concerne le suivi de l'écotoxicologie. Ensuite, comment elle a été déclinée au niveau français. Et je terminerai par le projet de guide sur la surveillance de la toxicité des rejets à queue que nous avons élaboré. Alors, la diapositive suivante. Alors, donc en fait, aujourd'hui, sur l'écotoxicologie, il n'y a pas grand-chose, à part la réglementation IED, donc sur les émissions industrielles qui date de 2010, qui vient juste d'être révisée d'ailleurs, et le texte, la révision de cette directive a été signée et par le Conseil et par le Parlement européen, et elle devrait être publiée a priori dans le courant du mois prochain. Il n'y a pas de grande nouveauté dans ce texte, si ce n'est qu'il va considérablement augmenter les informations qui seront portées à la connaissance du public, donc avec des obligations de rapportage qui vont du coup peser sur les industriels et aussi bien sûr sur l'administration qui devra vérifier ces données-là. Mais par rapport à la situation, ça ne change pas grand-chose. Il y a le champ qui est un peu modifié avec de nouvelles activités qui vont rentrer en compte, comme les élevages mixtes, les fabricants de batteries ou bien les mines et les productions d'hydrogène aussi par électrolyse de l'eau. Voilà, donc pas mal de nouveautés, mais vous aurez le temps de voir ça. Et on fera d'ailleurs à la DGPR, dans le cadre des mardis de la DGPR, à l'automne prochain, une présentation de cette directive. Donc cette directive, elle dit qu'il faut réduire les émissions dans l'air, l'eau et le sol et empêcher la production de déchets et minimiser en fait son impact sur l'environnement et réduire ses consommations. La liste des activités qui sont dans cette directive IED est fixée dans l'annexe 1. C'est en gros toutes les activités qui ont un impact sur l'environnement, impact plutôt chronique. C'est le pendant en fait de la directive Seveso sur les risques accidentels. Donc là, on est dans le chronique, ça largue petit à petit des polluants dans l'environnement. Et cette directive dit qu'on doit prendre des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions. Et donc, dans cette surveillance des émissions, il peut y avoir la surveillance de l'écotoxicologie. Du coup, au niveau français, c'est la réglementation ICPE sur les installations classées pour la protection de l'environnement qui a transposé cette directive dans les textes français. Donc, on la retrouve dans le Code de l'environnement. Il y a une section qui est dédiée aux activités IED, et pour s'y retrouver plus facilement, en 2013, lorsqu'on a transposé les activités qui étaient mentionnées dans la directive, on a créé une nouvelle section avec les rubriques 3000, et donc dès lors que votre établissement est classé sous l'une des rubriques 3000 de la nomenclature, votre établissement est IED et vous devez donc respecter les obligations de cette directive. Donc après, si votre arrêté préfectoral est antérieur à 2013, vous n'aurez pas une rubrique 3000 dans votre arrêté préfectoral, mais vous relevez quand même de la directive, c'est juste qu'il n'a pas été mis à jour avec la nouvelle numérotation. Alors, la directive en elle-même ne dit pas qu'il faut surveiller la toxicité des rejets. Elle dit juste qu'on doit surveiller de manière appropriée ces rejets. Donc jusqu'à présent, la réglementation, on avait une liste de polluants et on fixait en face des VLE, donc les VLE qui généralement nous venaient de l'Europe. Et donc on reprend les substances qui sont données par l'Europe avec les VLE, les valeurs limites d'émission qui sont proposées. Après, il y a tout un tas de substances qui sont aussi émises par les industriels, puisque l'Europe, elle, ne voit que les polluants les plus connus ou les plus communément utilisés. Et il y en a tout un tas qu'elle ne voit pas. Et dans l'industrie chimique, on en manipule beaucoup plus que ceux qui ont des valeurs dans nos textes.
Donc ça veut dire que la réglementation aussi prévoit pour les industriels qu'ils fournissent eux-mêmes des valeurs limites d'émission et qu'ils listent les substances qu'ils émettent, qu'ils disent s'il y a un impact ou pas. Normalement, il ne doit pas y avoir d'impact parce que vous devez prendre les mesures nécessaires pour limiter ces impacts-là. Et donc, vous devez nous proposer des VLE. Donc ça, c'est important parce que c'est clairement l'objectif du dossier de demande d'autorisation que vous nous envoyez, via l'étude d'impact notamment, ou le dossier de réexamen que doivent faire les industriels qui relèvent de la directive IED, puisque quand les conclusions du secteur d'activité concerné paraissent au niveau européen, vous devez vous conformer à ces meilleures techniques disponibles élaborées au niveau européen dans un délai de 4 ans suivant leur publication au niveau européen, et vous devez nous envoyer à votre inspecteur des DCPE un dossier de réexamen dans lequel vous vous positionnez sur ces meilleures techniques disponibles. Et quand il n'y a pas de meilleure technique disponible, ou quand vous avez une substance que vous émettez pour laquelle il n'y a pas de VLE, eh bien vous devez en proposer. S'il n'y en a pas, c'est un manque dans votre dossier. Donc je vous invite à ne pas oublier ce point-là qui est primordial. Voilà, donc tout ça pour dire que dans la directive IED, on ne parle pas directement de la surveillance de l'écotoxicité. En revanche, il y a des documents européens qu'on appelle les BREF, pour Best References, qui sont élaborés par un groupe de travail piloté par la Commission européenne. Dans ce groupe de travail, on va retrouver toutes les parties prenantes, donc les fédérations professionnelles, bien sûr, les ONG aussi, et les différents États membres et la Commission. Et là, on fait une sorte d'état de l'art de ce qui se fait de mieux au niveau européen. On décrit le processus pour tel secteur d'activité. Et donc là, ça a été le cas, par exemple, pour le BREF CWW qui concerne le traitement en fait, des effluents aqueux et gazeux dans la chimie. Et on publie les meilleures techniques disponibles qui devront être mises en place par les industriels dans ce fameux délai de 4 ans. Et donc, dans le BREF CWW, enfin plus exactement dans les conclusions de ce document européen, eh bien, on cite à la MTD4, donc c'est son numéro dans les conclusions, on dit qu'il faut surveiller les émissions dans l'eau conformément aux normes EN à la fréquence qui est indiquée ci-après, et selon les normes qui sont mentionnées. Donc sur la diapositive suivante, vous avez donc pour ce BREF CWW une ligne sur la toxicité. Donc ça a été introduit en 2016, donc c'est quelque chose de relativement nouveau en fait. Avant, on n'en parlait pas. Et donc là, vous avez donc le paramètre à surveiller qui va être la toxicité. On vous donne les différentes méthodes qui doivent être suivies et qui concernent les œufs de poisson, les daphnies, les bactéries luminescentes, les lentilles d'eau et les algues, avec les normes associées. Et normalement, on doit avoir une fréquence de surveillance qui est associée. Généralement, la Commission européenne le fixe dans son document. Et là, elle ne nous a pas donné de fréquence. Elle nous dit qu'elle a déterminé sur la base d'une évaluation des risques après caractérisation initiale. Donc ça, c'était pour le document CWW, qui date de 2016. Donc, diapositive suivante. Donc, comme ça a été publié le 9 juin 2016, c'est donc opposable à tous les sites qui relèvent de ce BREF comme document principal depuis le 9 juin 2020. Donc ça veut dire que tous les établissements de la chimie qui ont le BREF CWW en BREF principal, parce qu'il y a des BREF principaux et des BREF secondaires, le BREF principal correspond à l'activité la plus importante ou ayant le plus d'impact sur l'environnement, puisqu'on peut relever de plusieurs BREF sur un même établissement ICPE. Et donc, ces établissements-là doivent déjà suivre l'écotoxicité de leur rejet. Et on doit démontrer dans le dossier, et vous avez dû démontrer, si vous êtes concerné, dans votre dossier de réexamen, comment vous alliez respecter cette MTD4 pour l'écotoxicité, donc décrire ce que vous alliez faire, quelle fréquence vous alliez prendre en compte et quels paramètres vous alliez suivre. Donc, pour votre information, il y a un arrêté ministériel de prescription générale relatif à l'intégralité du secteur chimique qui est en cours de consultation. Donc, je vous invite, via vos fédérations professionnelles, à le regarder, à faire part de vos observations au bureau concerné. C'est le bureau de l'industrie chimique qui suit ça chez nous.
Diapositive suivante. Il y a un deuxième bref, donc document européen maintenant qui impose cette surveillance de l'écotoxicité. C'est le bref textile qui a été pris en décembre 2022. Donc là encore, c'est la MTD numéro 8 cette fois-ci, enfin peu importe le numéro, mais elle dit qu'il faut surveiller les émissions dans l'eau à la fréquence indiquée ci-après, conformément aux normes EN, etc. Et donc sur la diapositive suivante, on retrouve du coup à nouveau là la toxicité à suivre. Avec des normes d'ailleurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Et puis le suivi doit porter sur les œufs de poisson, les daphnies, les bactéries luminescentes, les lentilles d'eau et les algues. Et là aussi, la fréquence n'est pas mentionnée. On dit qu'elle doit être faite après caractérisation des effluents sur la base d'une évaluation des risques. Elle donne donc un peu de latitude à l'industriel et ou à l'État membre pour le mettre en œuvre. Diapositive suivante, donc du point de vue de la transposition, donc comme j'ai mis CW 2016, donc excusez-moi, c'est une erreur, mais j'aurais dû mettre décision textile, c'est un l'encontre copier-coller. Je ne sais plus de quand il date exactement ce bref textile, mais en tout cas, il a été publié au JO de l'Union européenne le 20 décembre 2022. Ça veut dire que les industriels concernés, mais ils ne sont pas nombreux, on a à peu près moins d'une quinzaine d'industries du textile qui sont classées sous une rubrique 3000 de la nomenclature. Ces industriels-là ont déjà envoyé un dossier de réexamen à leur inspecteur des installations classées, dans lequel ils se positionnaient justement sur le suivi de l'écotoxicité. Et là, la MPG sur le textile, j'ai mis en consultation parce que j'ai envoyé ma présentation la semaine dernière et on pensait que la consultation serait partie aux parties prenantes. Nous avons eu un peu de retard et donc elle va partir dans les prochains jours, sous 15 jours, on va dire. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, seul le secteur de la chimie pour lequel le bref CWW est opposable et le secteur du textile ont une obligation ou vont avoir, pour le textile, une obligation de suivi de l'écotoxicité. Il n'est pas prévu aujourd'hui de reprendre cette surveillance pour les autres secteurs d'activité. Ou pour tout simplement les installations soumises à autorisation dans leur globalité, ou pour les installations soumises à enregistrement dans leur globalité. Nous nous en tenons pour le moment, hein, notre politique peut évoluer, au strict respect de ce que nous demande l'Europe, et ceci afin d'éviter toute surtransposition. Donc on n'a pas prévu de demander une surveillance de ce paramètre-là, de manière générique via un arrêté ministériel, à l'ensemble d'autres secteurs d'activité que ceux qui sont visés au niveau européen. Si nous ne le faisons pas au niveau national, c'est donc, comme je vous l'ai dit, pour ne pas surtransposer, et aussi parce que ces analyses présentent un coût pour l'industriel, et on n'a pas pour souhait à l'heure actuelle d'imposer des choses supplémentaires qui vont générer des contraintes dès lors que l'Europe ne nous le demande pas encore. Voilà, donc ça c'est un point important. Donc maintenant, sur ces deux secteurs d'activité européens, alors il y en a d'autres qui vont venir, hein. Il est évident que dans les discussions qui sont en cours au niveau européen sur ce qu'on appelle les brefs, hein, qui sont en discussion, la toxicité va être petit à petit introduite pour les autres secteurs d'activité. Donc c'est quelque chose qui va se développer, et à chaque fois que ça sera imposé au niveau européen, bien sûr, nous le reprendrons dans nos textes. Il est également possible à l'inspection des installations classées, localement, par arrêté préfectoral complémentaire, de demander à tel ou tel établissement, si c'est justifié localement, d'assurer un suivi de ces paramètres. Mais voilà, mais c'est des démarches qui vont être locales, adaptées au territoire et au type d'installation, et qui n'ont pas vocation à être déployées sur l'ensemble du territoire. Donc, les deux textes ne mentionnaient pas de fréquence particulière pour le suivi de cette toxicité. Ça parlait de caractérisation initiale. Et donc, nous avons souhaité, au niveau du ministère, afin d'harmoniser les pratiques et que tout le monde parle à peu près la même langue, on va dire, élaborer un guide pour justement vous aider à mettre en place cette surveillance, afin que chacun ait le même mode opératoire
ce qui facilite ensuite, ce qui évite les interprétations différentes qu'on peut avoir sur le territoire, ou bien au sein des industriels, ou bien au sein d'inspection. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose d'unique auquel on peut se référer. Donc, on a fait, nous, ce travail de rédaction avec l'INERIS, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, qui est notre référent technique, en fait, hein, et notre expert sur le sujet, qui nous aide. On a fait ce travail en commun. Ensuite, on a eu une concertation avec les laboratoires et les exploitants des 2 secteurs industriels actuellement concernés. Et lorsque la version du guide a été finalisée en tout début d'année, on a voulu se laisser le temps, en fait, de mener une expérimentation de la méthodologie qu'on avait élaborée et mise en œuvre, pour voir si elle est bien la plus adaptée possible. Et donc, on a une phase, en fait, de test de ce guide, de sa pertinence, qui va durer un an environ, et à l'issue de laquelle on pourra faire évoluer le guide dans un sens ou dans un autre, si on estime qu'il y a des choses qu'on avait mises initialement qui n'étaient pas appropriées ou pas pertinentes, ou finalement inutiles, eh bien, on reviendra sur ce qu'on aura rédigé. Et s'il y a des choses qui doivent être améliorées, approfondies, mieux précisées, nous le ferons également. Donc, on a fait un appel à volontaires. Il a reçu un appel, on va dire, mitigé, puisqu'on a seulement, alors on a 7 industriels maintenant, hein, qui sont partie prenante. Voilà, donc personnellement, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus d'établissements qui aient voulu tester ce guide, parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, l'expérimentation qui va être menée va nous permettre de l'améliorer. Donc, plus il y a d'industriels qui expérimentent le guide, plus le retour qu'on aura permettra ou pas d'ailleurs, de l'améliorer. Donc, vous pouvez encore y contribuer, sachez-le. Et après, bien sûr, ce guide a donc vocation à être opposable, c'est-à-dire que pour nous, il sera obligatoire. Et tous les industriels qui n'auront pas suivi le processus qui est décrit, eh bien, l'inspection pourra leur demander de refaire toute leur méthodologie et remettre en cause, en fait, celle qui a été mise en place sur le site. Diapositive suivante. Voilà, donc ce guide se base sur une caractérisation initiale en 4 étapes. Où déjà il faut savoir en gros où est-ce qu'on rejette ces effluents, comment ils sont, est-ce que c'est un rejet continu, discontinu, par batch, etc., etc. Enfin, tout ceci est décrit dans le guide, hein. Je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui, il y a juste 2 diapositives. Voilà. Et après, une fois qu'on sait bien ce qu'on rejette, comment on le rejette, eh bien, il va falloir choisir les tests d'écotoxicité qui vont être retenus et qu'on va faire pendant les campagnes de mesure. Donc ça, c'est l'étape 2. Et puis après, on va analyser bien sûr les résultats pour voir s'ils sont homogènes ou pas, hétérogènes ou pas, quels sont les tests qui répondent le mieux, tout ça encore dans un processus itératif d'amélioration de cette caractérisation. Et puis après, on peut enfin mettre en place une surveillance. Voilà, diapositive suivante, et c'est la dernière. Voilà, donc notre objectif avec ce guide, eh bien, c'est d'avoir quelque chose, je vous l'ai dit, d'harmonisé au niveau national, qui va s'appliquer d'ailleurs au rejet direct comme au rejet indirect. C'est-à-dire que même les industriels qui ne traitent pas eux-mêmes leurs effluents, mais qui les confient à une station de traitement industrielle ou urbaine, devront faire ces tests. Et indépendamment de ces tests-là, pour le secteur de la chimie et pour ceux qui ont le bref CWW, le suivi de l'écotoxicité doit déjà être mis en place. Voilà, donc j'ai terminé en fait cette présentation. Ah non, pardon, il me restait encore une diapositive, merci à vous. Voilà, enfin, c'est ce que je viens de vous dire en gros. Donc les résultats, on a mis un lien, enfin une adresse mail qui est en dessous, ou pour nous dire si vous voulez en être, ou pour transmettre votre résultat. C'est l'ENERIS qui va analyser tout ça. On prendra aussi bien évidemment en compte les observations que nous ferons, ceux qui ont participé à la démarche, pour encore améliorer le site, le cas échéant, et on officialisera le guide qui sera ensuite la référence. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur le sujet. Merci beaucoup, Monsieur Malgorn. Est-ce qu'il y a on peut se laisser
1 ou 2 minutes pour répondre à quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes avant qu'on arrive aux échanges à la fin? Laurent? Oui, monsieur Malgorn, vous disiez que, donc j'ai bien compris que c'était que le textile, enfin, une quinzaine de sites et la partie chimie, mais vous disiez que tout industriel qui rejetait finalement un composant éventuellement toxique se devait, même en l'absence de brève, finalement montrer dans son dossier qu'il remet aux autorités et aux différents, à la police de l'eau globalement, qu'il fait en sorte d'utiliser les meilleures solutions. C'est ce que Oui. j'ai compris. Donc, pourquoi finalement ne pas encourager à utiliser ces tests-là, sans les rendre bien sûr obligatoires, parce que l'Europe ne le demande pas, et donc je comprends bien qu'il ne faut pas surenchérir. Mais il n'est pas envisageable justement de préconiser l'utilisation d'outils écotoxicologiques pour notamment les entreprises qui rejettent directement dans le milieu? Alors, ça pourrait être une solution. Comme je l'ai dit, nous, la ligne de conduite de la DGPR est de ne pas surtransposer les textes. Donc, tant qu'on n'a rien au niveau européen qui nous dit qu'il faut imposer à tout le monde ce suivi de l'écotoxicité, nous ne le ferons pas. Aujourd'hui, l'Europe met en place, enfin, ça fait déjà longtemps, on a les valeurs limites d'émissions qui doivent être respectées avec une liste de polluants par secteur d'activité, qui nous sont aussi repris dans la réglementation française et notamment dans l'arrêté du 2 février 1998 qui s'applique aux émissions d'une grande partie des installations soumises à autorisation. Et il n'est pas prévu à l'heure actuelle, ça pourra évoluer un jour, mais normalement c'est parce que l'Europe nous le demandera. Donc après qu'un industriel, et ça c'est aussi prévu par la directive IED, s'il rejette des polluants, il doit démontrer que ces polluants, même s'ils ne sont pas listés dans notre réglementation, il doit démontrer que son rejet n'a pas d'impact sur l'environnement. Et ça, bien sûr, ça dépend de l'environnement récepteur. Hein. C'est pas pareil si on rejette dans un fleuve ou dans un ruisseau, et puis ça dépend aussi de la qualité du milieu dans lequel on rejette. Donc, il doit apporter cette démonstration-là qui peut, pourquoi pas, passer par des tests d'écotoxicité. La réglementation ICPE, c'est toujours pareil, est une réglementation généralement par objectif et pas par moyen. Donc, on ne dit pas aux industriels, pour démontrer l'innocuité en quelque sorte de votre rejet, faites des tests d'écotoxicité. Non, on leur dit, démontrez-nous que votre rejet est bien compatible avec le milieu, et là on laisse toute latitude à l'industriel de le faire. Donc pour répondre Non, mais je suis bien. à votre question, c'est bien parce que pour ne pas surtransposer et aussi parce que ça présente un coût. D'ailleurs, les analyses toutes, quelles qu'elles soient. Hein. Et donc pour nous, si on devait mettre en place cette surveillance systématique, elle devrait venir en théorie en remplacement de quelque chose, en supprimant une autre surveillance qui est mise en place et pas venir s'ajouter comme un millefeuille du point de vue réglementaire. Et là, en l'occurrence, là, pour le textile et chimie, vient se rajouter, si je comprends bien. Oui, parce que Ouais, c'est l'Europe qui nous le demande. ouais, je sais bien. Non, mais ça Et, fait donc, 5 ans que et là, je vous pose. j'ai aucune difficulté avec ça. D'ailleurs, la France participe activement au groupe de travail pour l'élaboration des brefs. Non, mais je vous remercie. Hein, ça fait 5 ans que je vous embête et que je vous pose la question Non, sous mais toutes les formes, comme un vous enfant. avez Vous savez, raison, vous êtes dans votre rôle. quand l'enfant il n'est pas content de la réponse du père, il la repose 10 fois sous différentes formes. Non, mais c'est clair, vous avez raison, je comprends tout à fait votre position, elle est tout à fait justifiée, pas de problème. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on enchaîne? Non, écoutez, je vous propose, merci beaucoup monsieur Malgorn pour le temps et la clarté de vos propos. On va enchaîner sur les retours d'expérience d'industriels. Je vais laisser la parole à monsieur Journel. Je vous laisse partager votre écran et puis je vous laisse prendre la main. Très bien. Bonjour à tous, merci. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alors là, on le voit, mais en PowerPoint, mais pas en mode présentateur. On est sur la fenêtre. En plein écran. Alors, il faut juste que j'arrive à switcher. Bon, je vais faire autrement.
Arrêter le partage. Je vais couper là. Là, vous devez voir comme il faut. Et si vous cliquez en bas, non? Oui, c'est bon. Parfait. C'est bon, parfait. Bonjour. Donc bonjour à tous. J'ai préparé quelques slides en fait pour parler de la surveillance écotoxicologique des effluents aqueux, à la fois pour partager un retour d'expérience que nous avons au niveau de Sanofi par rapport à l'utilisation de ce type d'outils, et également donner quelques perspectives vis-à-vis de la MTD4 du bref CWW qui nous concerne plus particulièrement, et le projet de guide. Alors, quand on parle de biosurveillance des effluents, donc au niveau de Sanofi, il y a enfin, l'utilisation des bioessais pour nous est pas nouveau. On travaille on utilise ce type de bioessais en laboratoire, à la fois pour dans le cadre d'une approche au niveau des effluents, pour voilà, regarder la toxicité de nos effluents ou mesurer certaines activités. Et on a également, j'en parlerai pas ici, mené certains projets. On s'intéressait à l'utilisation de ce type de bioessais en laboratoire, dans d'autres cadres, et notamment pour des études un peu plus terrain. Et voilà. Donc si maintenant je m'intéresse plus au niveau des effluents, alors au niveau d'industriel, c'est des outils qu'on a l'habitude d'utiliser pour certains, notamment parce qu'ils sont, notamment retenu pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique pour les agences de l'eau sur le paramètre toxicité aiguë, c'est le test DAFNI. On reporte les résultats en Equitox. Donc ça, c'est des choses qui sont assez courantes. Je regardais un petit peu au niveau des exigences applicables à nos sites de production, et il y a des exemples de sites de production qui peuvent avoir dans leur arrêté préfectoral des prescriptions portant sur la surveillance toxicologique des effluents, notamment, alors c'est souvent plus des tests type microtox ou crustacés, mais ça existe. Enfin, il y a un certain nombre de bioessais qu'on met en œuvre de manière plus prospective, plus proactive, à la fois pour répondre à certains besoins internes qu'on peut avoir quand on se pose certaines questions, je reviendrai dessus derrière, ou alors ne serait-ce que pour tester certains de ces outils-là. Donc si maintenant, dans le tableau que vous avez en dessous, là, vous avez la liste des bioessais qu'on a pu mettre en œuvre, donc au niveau de l'entreprise. Tous ne sont pas mis en œuvre systématiquement. Certains, ça va vraiment dépendre du design des études et de la question à laquelle, la question à laquelle on doit répondre, et donc qui justifie l'utilisation de ces outils-là. Donc comme je dis tout à l'heure, microtox et crustacés sont des tests les plus courants, arrêté préfectoral et puis DAFNI, vous l'avez ici également pour la redevance agence de l'eau. Après, voilà, on a pu tester d'autres types de tests, algues, lentilles d'eau, crustacés chroniques, Cerodaphnia dubia, embryons de poisson, test d'Ames. Au-delà de la toxicité, on s'est intéressé également à certains modes d'action spécifiques. Donc, on a pu faire aussi des tests avec des lignées cellulaires, exprimant certains récepteurs d'intérêt, donc pour regarder vraiment certaines activités biologiques particulières. Voilà, donc pour vous donner des exemples d'utilisation derrière ça, les études d'écotox, typiquement, elles sont intéressantes lorsqu'on s'intéresse à la caractérisation de la toxicité d'un flux particulier. Par exemple, une nouvelle production qui arrive sur site, on veut caractériser la toxicité de ce flux particulier. On a été amené à mettre en œuvre certains de ces tests-là. Lorsqu'on veut évaluer justement l'impact potentiel que peut avoir un effluent sur le milieu, un peu à l'image d'une approche par substance, il faut répondre à la question, il faut réaliser un certain nombre de tests sur des espèces de différents niveaux trophiques. Donc faire juste un test sur Daphne, un test microtox ne permet pas de le faire, d'où la nécessité d'étendre cette batterie à d'autres tests. L'utilisation qu'on fait en ce moment le plus, c'est dans le cadre de tous les projets qu'on a de traitement des effluents, c'est finalement quel peut être l'impact du traitement sur la toxicité éventuelle de l'effluent. Donc comparaison avant et après traitement pour orienter le choix technologique, en plus des paramètres chimiques classiques. Alors,
un premier retour d'expérience. Je ne vais pas commenter par rapport à tous ces bioessais qu'on a pu mettre en œuvre. Je vais juste commenter plutôt par rapport aux bioessais qui font partie de ceux listés dans la MTD4 du bref CWW. Premier point qui est très important pour nous, nous, on n'oppose pas la surveillance biologique à la surveillance chimique. C'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et il y a un vrai intérêt. On voit aussi toutes les limites de l'approche purement substance. Donc, de ce point de vue-là, rajouter à l'approche substance classique une surveillance biologique est très intéressante de notre point de vue. Toutefois, ça soulève un certain nombre de limites sur le plan opérationnel. J'en ai listé quelques-unes là. L'importance de l'échantillonnage et les conditions de transport, stockage des échantillons. On s'est aperçu que si l'échantillonnage n'est pas fait de la bonne façon, si le transport ne se fait pas dans un délai court, ou que l'échantillon n'est pas stocké comme il faut, on peut avoir une altération de l'échantillon et donc il y a un impact directement sur le résultat final du test. Disponibilité des laboratoires et des bioessais, ça peut être un challenge pour les exploitants. Finalement, on a fait un petit benchmark au niveau des laboratoires français qu'on connaissait pour savoir quelles étaient leurs capacités de test par rapport à ces différents bioessais que je disais tout à l'heure. Et vis-à-vis de ceux de la MTD4 du bref CWW, il y a peu de laboratoires qui sont capables de faire tous les tests. Donc, ce qui implique pour un industriel qui veut les réaliser tous, de devoir passer par parfois plusieurs laboratoires. Une des limites que je peux mentionner sur les tests de la MTD4, encore une fois du CWW, c'est le test poisson, qui, pour l'instant, au vu des capacités de test qu'on a pu identifier en France, pourrait être une limite dans le cadre du déploiement vraiment opérationnel de cette surveillance sur l'ensemble des sites IED concernés à l'avenir. Les résultats, alors ça c'est un petit retour d'expérience. Donc moi je suis éco-toxicologue, je travaille en lien avec les sites de production donc, qui mettent en œuvre ce type de test. Alors moi quand on me parle de dilution sans effet, de CE50, de CE10, ça me parle. Mais pour les exploitants, ça ne leur parle pas toujours. Ce ne sont pas des experts en écotoxicologie. Et donc, ça peut être un vrai frein pour certains industriels. Justement pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut faire derrière. La pertinence écologique de l'approche vis-à-vis de certains types de rejets. Comme je disais tout à l'heure, il faut distinguer le cas d'un site qui est en rejet direct d'un cas qui est un site en rejet indirect. Donc, faire une mesure de toxicité sur un effluent qui est directement rejeté dans le milieu, effectivement, on peut facilement extrapoler, enfin facilement encore, on n'a pas de guide là-dessus, mais on peut arriver à faire un lien directement avec ce qui pourrait se passer dans le milieu. Lorsqu'on a un site qui rejette ses effluents dans une station d'épuration urbaine avant de rejeter dans le milieu, c'est beaucoup plus compliqué de faire ce lien. Disponibilité des valeurs de référence reconnues pour les différents bioessais, c'est une des vraies limites aujourd'hui, c'est qu'on a un résultat, mais finalement, il n'y a pas de classification harmonisée de la toxicité des effluents. On n'a pas une grille de lecture qui nous permette de dire, en fonction de telle ou telle valeur de CE50, par exemple, est-ce que l'effluent est très toxique, peu toxique. Voilà, il existe des grilles qui ont été développées, mais il n'y en a aucune consensuelle, reconnue et applicable pour la France. Comme je disais tout à l'heure, une vraie question pour nous, c'est comment faire le lien entre toxicité de l'effluent et risque pour les milieux récepteurs finaux, ce qui est très important dans le cadre derrière de la mise en place de mesures de gestion du risque approprié. Et enfin, le coût. Alors, c'est vrai que le coût par campagne, il peut paraître limité. Par contre, il peut vite devenir significatif suivant les tests et la fréquence de mise en œuvre. Je m'explique. Pour la batterie de tests de base, on va dire algues, daphnie, poissons, microtox, en excluant l'ENA, aujourd'hui, on est sur des coûts d'environ 1 000 à 1 500 € par campagne. Dans le cadre d'un rejet continu, en lien avec le guide sur l'application de MTD4, il y aura donc dans le cadre de qualification initiale un certain nombre de campagnes à faire. Donc dans le cas d'un rejet continu, c'est assez simple parce que voilà, on a 4 campagnes à faire. S'il y a une forte variabilité dans le résultat, il y a 4 campagnes supplémentaires à faire. Par contre, dans le cas des rejets plutôt par batch, normalement, le guide prescrit qu'on doit faire autant de campagnes que nécessaire ou alors mettre en place une approche pire cas si on est capable d'identifier l'effluent qui est a priori le plus toxique, ce qui n'est pas toujours simple. Donc, ce qui veut dire que si vous avez du mal dans le cadre d'un rejet par batch
à, comment dire, enfin, vous avez une forte variété dans vos productions, bah, il est tout à fait envisageable que vous deviez multiplier le nombre de campagnes et que vous puissiez être plus de 8. Donc ça pourrait être un frein derrière, parce qu'encore une fois, voilà, le coût, il peut paraître dérisoire à la campagne, mais multiplié par le nombre de campagnes à faire, ça peut très vite chiffrer. Enfin, dernier point important, c'est besoin de référentiel pour les exploitants. Alors, mise en œuvre des bioessais, donc là, le guide qui a été développé là, par le DGPR est très important, parce que pour nous, bah, ça va permettre de bien cadrer et s'assurer que tous les industriels mettent en œuvre ces bioessais de la même façon. Donc, c'est une première étape clé, on va dire. Un autre besoin important, c'est l'interprétation des résultats. Je le mentionnais tout à l'heure, en fait, on n'a pas cette classification harmonisée permettant de statuer sur justement, pour être sûr que quand on parle d'un effluent très toxique, peu toxique, tout le monde est derrière la même grille de lecture. Et point important, derrière, ce sera l'exploitation des résultats dans une perspective d'évaluation de risque, puisque l'étape d'évaluation de risque est une étape clé dans l'application de la NTD4 du brevet CWW. Donc là aussi, il est prévu ultérieurement qu'il y ait des développements là-dessus, mais voilà, c'est un point important à rappeler. Alors, maintenant, pour donner un petit peu plus de perspective par rapport à cette NTD4, donc nous, on est concerné par la rubrique ICPE, enfin par 3450 sur la fabrication de produits pharmaceutiques, essentiellement. Pour vous donner une petite idée, on a une dizaine de sites concernés en France là-dessus. Alors, ce qui va être intéressant par rapport à l'application de cette MD4, c'est qu'au niveau de nos sites et activités, c'est que nous avons des sites, des activités qui sont assez variées. On est sur un mode de production essentiellement par batch. Par contre, on a des activités qui sont très différentes d'un site à l'autre. On n'a pas 2 sites pareils. À la fois au niveau des produits qui peuvent être fabriqués ou enfin, à la fois des substances fabriquées ou mises en œuvre, mais également des procédés de fabrication. On a différents types de rejets. On a le cas de sites qui peut être en rejet direct, milieu, ou des sites en rejet en station d'épuration industrielle ou municipale. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? La stratégie mise en œuvre du projet de guide. On a un site pilote pour l'application du guide. Donc ce site pilote va nous permettre de tester le guide de manière très opérationnelle, de partager notre retour d'expérience également avec l'INERIS, avec la DGPR et les autres industriels qui rentrent aussi dans cette démarche un peu pilote. Pour autant, on prévoit de lancer les guides aussi sur les campagnes sur les autres sites concernés au fur et à mesure. L'idée pour nous n'est pas d'attendre d'avoir fini le pilote pour lancer les campagnes sur les autres sites, mais on va lancer les campagnes sur les autres au fur et à mesure. Donc à ce stade, on prévoit de travailler avec plusieurs laboratoires, donc on n'est pas figé avec un laboratoire. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment pour nous de tester l'approche autant que possible avec différents partenaires. Et ce sera ma dernière slide par rapport à ça, sur l'application. Donc dans le cadre de nos sites, on est essentiellement sur des cas de rejet eau douce. Donc c'est-à-dire que voilà la batterie que nous, on devra déployer, enfin qu'on a déjà déployée pour certains sites. Donc batterie de base, on va dire. Donc c'est la fameuse batterie qui coûte entre 1 000 et 1 300 €. En fonction de la salinité des effluents, il pourrait être nécessaire de revoir cette batterie-là et d'appliquer le cas d'un rejet salin, donc avec des tests un peu différents. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur la disponibilité des tests, donc elle vaut surtout sur les tests classiques. Sur les tests algues marines et copépodes marins, par exemple, j'ai beaucoup moins de retours d'expérience vis-à-vis de la capacité des laboratoires à réaliser ce type de test. Le gros challenge pour nous va être, comme je disais tout à l'heure, comme on est sur la production par batch, de définir la fréquence et la durée de ces campagnes pour chacun des sites. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de site pareil. Donc voilà, c'est le travail qui est en cours chez nous à l'heure actuelle. Et voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Journel. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes avant qu'on passe au deuxième retour d'expérience?
Juste peut-être une petite question, mais c'est juste une question de détail. Les 1 300 €, c'est du hors taxe ou le TTC? Hors taxe. Hors taxe, OK, merci. Alors j'ai dû reconnaître la voix, ça devait être Michel Laforge de Suez Consulting, si je me suis pas... Tu as bien reconnu, Voilà. oui. Merci. Laurent? Une question, comment tu détermines finalement les autres substances? Parce que aujourd'hui, je crois que vous deviez suivre. En fait, non, tu suis le rejet dans sa globalité, c'est ça? Alors là, effectivement, mon intervention, elle porte uniquement sur la surveillance écotoxicologique. À côté de ça, effectivement, il y a une surveillance chimique qui est mise en œuvre avec tout un tas de substances qui sont surveillées, voilà, spécifiquement, voilà, avec des Ouais, méthodes analytiques adaptées. d'accord. Et donc, la fréquence, après, une fois que tu auras fait tes campagnes de diagnostic, je dirais, ou initiales, les campagnes initiales, la fréquence, après, je n'ai pas bien compris. En fait, aujourd'hui, personne ne la connaît ou le guide Alors, préconise quelque chose? c'est vrai que mon intervention ne Mmh. visait pas à vous détailler le guide, mais effectivement, dans le guide, c'est détaillé en fonction. Donc, en fait, il y aura une étape de caractérisation initiale avec 4 campagnes minimum, on va dire. S'il y a une forte variabilité dans les résultats, il y aura de nouveau 4 campagnes à réaliser. En fonction des valeurs de toxicité qui seront mesurées, c'est ça qui va définir, on va dire, la fréquence. Voilà. Avec, c'est un processus qui va prendre un peu de temps, hein, cette caractérisation initiale. Et à la fin de cette caractérisation initiale, il y aura possibilité, en fonction des résultats, de revoir aussi la batterie de tests. Je m'explique, si par exemple, on se rend compte que voilà, sur les cas tests que je vous présente, qui seraient applicables, par exemple, dans mon cas pour mes sites, s'il y a un test pour un site, on s'aperçoit que finalement, on n'a jamais de toxicité, enfin, par rapport aux autres, finalement, ce n'est pas un test qui est représentatif, ce n'est pas un bon marqueur de toxicité, celui-ci pourrait être abandonné. Encore une fois, tout ça est prévu et bien décrit dans le projet de guide. Donc nous, ce qu'on prévoit, c'est vraiment d'appliquer à la lettre le projet de guide qui a été élaboré afin de le tester et faire part de notre retour d'expérience et l'améliorer si nécessaire. Enfin, de notre point de vue, en tout cas. Merci. Merci. Alors je m'aventure, c'était le retour d'expérience du MTD4 du bref CWCW. CWW, c'est vrai que c'est un monde, la nomenclature et la réglementation. On va passer à un deuxième retour d'expérience. Alors comme je vais être comme Laurent, je ne vais pas réussir à dire le mot, je vais dire Solvay France. Et je vais laisser la parole à Monsieur Bobet pour une présentation. Je vous laisse, je retire mon partage, je vous laisse partager, ou vous avez un support ou pas? Alors, comme discuté avec M. Vianney à l'époque, mon intervention fait suite au désistement malheureux de ma collègue Nathalie Julien d'Arkema. Donc, comment dire, je débarque un petit peu et donc ça va être simplement oral. Ouais, c'était prévu comme Très ça, bien. ouais. Merci en tout cas. Très Merci. bien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, qui sera brève. Oui, merci à vous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Jocelyn Bobet. Je suis donc basé sur le site Solvay France à Tavaux, dans le Jura. Et ça fait maintenant un petit peu moins d'une vingtaine d'années que je m'occupe d'environnement. Et donc, typiquement, de ce qui est traitement des eaux, mise au point de traitement, mais également gestion de la station de traitement biologique de la plateforme. Comme Romain, cela fait des années, effectivement, qu'on s'intéresse aux aspects écotox et qu'on se heurte, je dirais, à une première chose, c'est effectivement le choix, je dirais, des méthodes à retenir, l'exploitation des résultats, finalement, sur quels critères et sur quelles valeurs doit-on considérer que tout va bien ou pas. Et puis, dès le début, en fait, donc il y a une quinzaine d'années, on a commencé à regarder pour tout ce qui était la station de traitement biologique, où évidemment, comme pour tous ceux qui travaillent avec des stations de traitement biologique, hein, puisque l'on a du vivant, on a donc des réactions qui peuvent être violentes à l'arrivée d'un composé peu sympathique, en tout cas du point de vue de la biomasse, et qui pour autant soit n'est pas mesuré directement, soit il est certes mesuré, mais il est par contre, on va avoir l'information 3-4 jours après, le temps de récupérer l'information. Donc, on a cherché des solutions pour suivre, je dirais, en continu l'écotoxicité des entrées
On n'en a pas trouvé, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Simplement parce que les effluents, avant d'être traités, sont tous, en tout cas ceux qui nous concernent fondamentalement, plutôt très écotoxiques, et c'est par le biais du traitement biologique, qu'on leur rend, leur acceptabilité au milieu naturel. Donc, eh bien, on a déplacé notre approche et on a cherché des solutions pour vérifier quelle était la qualité de l'effluent en sortie de la station de traitement biologique. Alors, on a trouvé différentes choses et que l'on teste actuellement. Et donc là, ça va être pour nous l'occasion, puisqu'on est aussi site pilote comme Romain et les collègues d'Arkema ou de Total, de vérifier comment, effectivement, ce que l'on suit presque en continu et ce que l'on mesure, eh bien, rendent bien compte d'une même réalité ou pas, et d'essayer de comprendre un petit peu quels sont les paramètres qui pourront jouer sur la toxicité, et donc ceux auxquels il faudra désormais que l'on prête attention. Alors pourquoi je dis désormais? Il ne faut pas se leurrer, hein. Actuellement, toute l'autosurveillance et la réglementation était basée essentiellement sur des aspects chimiques. Donc ce sont des contrôles, je dirais, de concentration de tel ou tel produit que l'on mesure. Il y a ce que l'on connaît, et il y a ce que l'on ne connaît pas. Comme dans toute chimie, on va fabriquer des choses qui ne sont pas forcément facilement mesurables, voire on ignore qu'on les fabrique. Je prendrai simplement un exemple avec, par exemple, la campagne PFAS, au travers de laquelle sans doute beaucoup d'entre vous sont également passés, hein. On nous aura demandé il y a quelque temps: avez-vous des PFAS? Nous aurions répondu non. Et les tests ont permis de montrer qu'effectivement, certains PFAS sont malgré tout présents et pas forcément, je dirais, synthétisés au sein de nos installations, mais simplement par transfert depuis les amont, les milieux naturels. Donc, le but pour nous est effectivement de travailler sur ce guide projet et donc de le tester pour pouvoir mettre en évidence deux choses. D'abord, je dirais, de la façon de pouvoir utiliser ou pas les résultats sur l'amont d'un traitement, et vérifier ce que l'on peut en dire sur l'aval. Et là, je rejoins un petit peu l'approche qu'évoquaient et Romain et M. Malgorn, rejet direct et indirect. On a la chance d'avoir une step bio en interne, donc on va pouvoir faire et les entrées et les sorties. Évidemment, ça multiplie les coûts, mais au moins, on pourra démontrer si ou non on arrive à une, alors je ne vais pas parler de cohérence, mais en tout cas une convergence ou pas. Et puis, l'autre chose aussi, c'est effectivement sur la disponibilité et la capacité à utiliser les différents tests. Alors, nous avons la particularité d'avoir des rejets salins qui vont rejoindre après une rivière d'eau douce. Et donc, les tests à mettre en œuvre se distinguent de ceux qu'évoquait en premier chef Romain. Et donc là, on va pouvoir vérifier aussi quelles sont les sensibilités de ces tests-là. On a déjà commencé à faire des tests depuis quelques mois maintenant, je dirais quasiment un an et demi. Et ce que l'on a pu voir d'ores et déjà, c'est très simplement, tous les tests ne sont pas valables tout le temps. On avait par exemple le cas d'un test qui était utilisé avec des embryons donc d'huîtres. Eh bien, il faut savoir que janvier-février, vous me direz, ce sont des mois en R, ne sont pas valables pour ce genre de test. Et donc, on s'est retrouvé sur une période un petit peu surpris de ne pas pouvoir le faire quand on pouvait. Donc, il y a d'autres choses qu'on va rechercher, découvrir, mettre en évidence comme ça. Il est clair, de ce que j'ai vu par le passé, et donc là, c'était beaucoup plus simpliste, hein, c'était dans le cadre des applications, tout ce qui était mesure de manière inhibitrice dans le cadre des agences de l'eau avec les simples DAFNI. Que faire le lien, je dirais, entre ce qui rentre d'un côté d'un procédé et ce qui sort de l'autre? J'entends par là un procédé de traitement des eaux, est loin d'être évident. On l'a déjà testé pendant plusieurs années, et pour l'heure, je dois reconnaître que je n'ai jamais été capable, lorsque j'avais un, entre guillemets, «mauvais résultat» en Daphnie en sortie, bien qu'ayant pris des échantillons en amont et les ayant conservés, mais peut-être pas bien, comme le soulignait Romain. Là aussi, c'est un élément auquel je n'avais pas prêté attention. Enfin, je, entre guillemets, me contentais de les congeler, mais peut-être que ça induit aussi des modifications. Bref, grande difficulté pour arriver à faire le lien. À l'issue de tous ces tests-là, il y a certes évidemment la mise en musique de cette surveillance sur l'écotoxicité, donc avec, à l'issue des étapes initiales, la création d'un nouveau calendrier et de nouvelles méthodologies d'autosurveillance.
mais il y a surtout aussi deux choses. La première, ça va être de l'interprétation de ces résultats lorsqu'ils seront mauvais pour pouvoir déterminer les causes et pouvoir, bien évidemment, résoudre cette difficulté-là. Et je pense que ce point-là va être également un point d'achoppement, ou en tout cas un point qui va nécessiter un long travail. En tout cas, il faut bien garder en tête que sur un effluent qui un jour est bon et un jour est mauvais, il sera loin d'être aussi évident que ça de dire c'est tel ou tel paramètre qui est en cause. Parfois, ce le sera sur un incident ou un point ponctuel. Mais de ce que l'on a vu déjà sur les premiers essais, euh, enfin, c'est aussi l'avantage de l'écotox, hein, c'est qu'il donne une vision globale. Mais parce qu'il donne une vision globale, euh, il est bien délicat d'arriver à remonter effectivement à l'origine d'une variation qui passerait du côté obscur. Et enfin, la deuxième chose qui accompagne aussi donc, la MTD4 du bref CWW, c'est la possibilité de faire une analyse de risque pour pouvoir déterminer dans quelle mesure cet aspect écotox est requis et nécessaire. Et là aussi, comme le disait Romain, déjà sur des procédés en continu qui sont censés, et je vais rester prudent, censés aboutir toujours au même rejet, ça va sans doute nécessiter un travail certain, entre autres avec l'INERIS, hein, pour arriver à définir le contexte, la façon, enfin bref, une méthodologie. Je pense que pour des aspects batch, là, ce sera d'autant plus complexe. Et comme nous sommes confrontés à un mélange des deux, si je puis dire, voilà, on a encore pas mal de travail qui nous attendent une fois cette période d'essai, entre guillemets, ces 2 ans de galop, hein, pour déterminer l'étude, enfin, l'aspect initial au maximum, hein, les 2 ans, et je dirais faire remonter aussi nos avis, nos constats, oui, c'est ça, nos constats, ce qu'on aura pu observer sur la mise en œuvre du guide tel qu'il est prévu. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, je l'espère en tout cas. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Monsieur Bobet pour ce retour d'expérience qui est effectivement complémentaire, les différents points de vigilance que vous avez évoqués ou de difficultés, et puis si j'ai bien tout perçu, le travail et le chemin qui reste à parcourir par rapport aux difficultés d'hétérogénéité de flux ou de réponse de ces différents tests entre ce que vous disiez du continu, du batch, où il y aura certainement une complexité encore tout autre à aller chercher. Et effectivement, quand on voit quelque chose qui s'allume ou qui s'allume pas, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le traduit, comment on l'interprète. Ouais, Merci je peux beaucoup. Est-ce donner... qu'il y a des questions? Allez-y. Oui, oui, c'était juste un petit complément, hein. On utilise un petit appareil donc, en sortie de la bio qui est un ToxMate, hein, donc c'est l'appareil qui nous permet de suivre en continu l'écotoxicité en suivant le comportement de 3 sondes biologiques représentatives, relativement représentatives en tout cas d'une rivière d'eau douce chez nous, hein, qui sont d'un côté les gamards, donc des petites crevettes d'eau douce, de l'autre côté des radix, les petits escargots d'eau douce, et enfin des Herpopdella, c'est-à-dire des sangsues. Eh bien, je peux vous dire que lorsque l'appareil se met à chanter, généralement pour arriver à déterminer ce qui s'est passé, j'ai pu passer parfois sur base des résultats analytiques, des observations visuelles, des rapports des exploitants, etc., plusieurs jours avant d'arriver à mettre en évidence une possible interprétation. Donc il faudra beaucoup d'humilité là-dessus aussi. Merci. On a pas mal dérivé au niveau de temps. Je vous propose qu'on enchaîne et puis on verra s'il nous reste quelques temps à la fin pour les questions. Laurent, je te laisse la main sur les actualités France Biosurveillance. Oui, merci, je vais être très bref, hein. Très bref sur les actualités. Juste pour vous rappeler ce que c'est que le slide suivant, s'il te plaît. Sur le France Biosurveillance, c'est une association qui regroupe une trentaine d'acteurs qui s'intéressent à l'écotox et à la biosurveillance. Donc, on a aussi bien des gens comme Suez, Veolia, que des gens comme Artelia ou Antea, et puis un ensemble de startups et de laboratoires plus conventionnels comme Carso Eurofins qui font partie de cette assoce, avec notre objectif de défendre et de faire en sorte que ces outils soient plus utilisés par les acteurs pour monitorer leur impact ou simplement une qualité de masse d'eau. Slide suivant. En termes d'actualité, il y a trois actualités, pardon, au niveau de la biosurveillance.
La première, c'est l'AST. Suite au premier travail qui a été fait par Aquaref, l'INERIS et l'OFB sur un répertoire de l'ensemble des outils disponibles et de leurs conditions d'utilisation, comment les utiliser, s'ils sont normalisés, pas normalisés économiquement, j'ai envie de dire implémentables en routine ou pas. Cet inventaire qui a donné lieu à un article qui est disponible sur le site de l'INERIS. On a décidé, et l'AST s'est saisi du dossier, donc il y a un groupe de travail qui vient d'être créé avec 2 sous-groupes de travail. Un que je pilote d'ailleurs, qui s'occupe de faire un annuaire de l'ensemble des acteurs de la biosurveillance en France, aussi bien, j'ai envie de dire, privés, qui sont capables d'implémenter des bioessais en routine, que tout ce qui est recherche académique et toutes les choses qui sortiront dans le temps. Et un deuxième groupe de travail qui a eu une réunion tout à l'heure, là justement en début de matinée aujourd'hui, qui permettra de faire un guide technique et de faire un retour d'expérience sur l'ensemble des REX qui sont disponibles dans différents cas de figure. Donc rejet industriel, contrôle de masse d'eau dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, ce travail va être relativement long. On espère avoir les premiers résultats, je dirais fin 2025 ou T4 2025, et pouvoir faire un colloque et présenter les résultats ou les débuts des résultats de ce groupe de travail. Deuxième actualité, c'est le 12e programme des agences de l'eau. En ce moment, les agences de l'eau sont dans la finalisation de leur 12e programme et l'écotox et la biosurveillance rentrent dans ce 12e programme. Et alors, je suis en train de travailler avec toutes les agences pour voir comment le faire rentrer et faire en sorte qu'il y ait des financements qui soient disponibles pour que certains acteurs puissent utiliser les agences de l'eau et travailler avec les agences de l'eau et se faire financer des programmes de surveillance spécifiques liés à la biosurveillance. Dernière actualité, le contrat stratégique de filière a été signé à Nancy par M. Lescure et M. Béchu avec la présidente du comité stratégique de filière qui est Sabrina Soussan, la PDG de Suez. Dans le bureau, il y a un volet dans le contrat de filière, pardon, il y a un volet qualité de la ressource, bien entendu, et un axe biosurveillance. Il y a un accès qui va être sur la DRU et sur l'autosurveillance des stations d'épuration. Mais au-delà de ces axes-là, enfin de ces sous-axes-là, il y a un axe qui sera lié clairement à la biosurveillance avec des actions. Typiquement, il y avait ce webinaire qu'on avait inscrit comme action dans le contrat de filière. Et puis, les actions qui sont mentionnées sur ce slide, donc un guide technique, et faire une journée nationale sur la biosurveillance pilotée par le ministère de l'Environnement, qui nous permettrait encore une fois, de communiquer et de faire part des différents retours d'expérience. Voilà les actualités sur la biosurveillance au jour d'aujourd'hui. On voulait faire juste en 3 minutes, laisser la société Toxem, qui est membre de France Biosurveillance et qui est une société qui existe depuis plusieurs années, qui n'est plus une start-up, mais qui fonctionne en start-up très agile et qui a des outils dans le domaine de la biosurveillance. Et ensuite, laisser la parole à Eurofins et au groupe Carso sur la partie justement Ecotox sur le reste du temps. Merci. Est-ce que tu as les slides Merci. Sylvain, tu l'as reçu. Non, je vais laisser. Moi, la personne de Toxem soit parle, soit peut partager ses slides. Ah, je te les ai envoyés par les faire télécharger, pardon. Si tu peux. Je les ai pas. C'est pas grave. Jérôme, tu peux les partager, s'il te plaît? Ouais, je les ai pas là parce que je suis sur mon portable, mais c'est pas grave, je vais parler à l'oral. Laisse-moi les. Non, fais-le moi, je vais le faire, moi, sinon je les ai là. Ok, bon, si tu peux les mettre. Donc voilà. Merci de me donner la parole. Donc effectivement, Toxem, c'est une société qui propose du biomonitoring environnemental avec des outils, comme on va le voir sur la diapo, où on fait à la fois du biomarqueur, de la tox et des activités spécifiques. J'ai pas la main, Sylvain. Je t'en prie, Jérôme, vas-y, continue, je vais avoir la main. Et donc, je vais donner raison déjà à Monsieur Journel. C'est vrai qu'effectivement, c'est difficile de trouver un laboratoire qui est capable de tout faire. Après, voilà, c'est important aussi, effectivement, comme ça a été dit, d'avoir un test qui va de référence, qui va pouvoir renseigner sur la tox d'un effluent, parce qu'effectivement, généralement, on a l'habitude de dire qu'il faut une batterie de tests pour mettre en évidence une toxicité, mais c'est vrai que c'est un peu le cas. Donc, sur la deuxième diapositive, si tu peux bien la mettre, Laurent,
Donc voilà, nous, on a une expertise environnementale qui est basée sur l'utilisation de biomarqueurs, donc sur des organismes qui sont prélevés in situ pour voir l'impact que peuvent avoir des rejets sur les populations naturelles. Donc on fait toute une série de biomarqueurs sur poissons, mollusques. On fait de la toxicité, donc les tests qui ont été mentionnés tout à l'heure, mais effectivement avec une spécificité milieu marin. Donc, ce sera la diapo d'après tout à l'heure. Et on fait aussi des bioessais, hein, comme vous le mentionnez, monsieur Journel, où on fait de la génotox, de la mutagénicité, et également des tests d'activité, ce que nous on appelle l'activité hormonale, qui sont des précurseurs à la perturbation endocrinienne, notamment donc, des activités œstrogéniques, androgéniques, donc 455, 458. Et on est en train de voir si effectivement on ne va pas proposer prochainement toutes les activités GR, MR et RAR. Parce qu'effectivement, on fait partie des rings d'essai de paper pour valider ces outils et les mettre sur la voie de l'accréditation OCDE. Donc voilà, on fait une batterie de bioessais, de tox spécifique plus milieu marin. Donc ça, c'est la diapo d'après. Laurent, si tu peux. Et donc, voilà, on a une activité où on essaye de proposer une évaluation de la toxicité sur différents organismes, sur différents milieux trophiques. Hein, donc, c'est le truc classique en écotox. Donc, c'est ce qui fait partie des tests qui sont mentionnés et dont on a discuté tout à l'heure. Donc, une bactérie, une algue, éventuellement un copépode, et on part sur un test poisson. Donc, nous, le test poisson, on ne le fait pas sur organisme entier, on le fait sur des cellules de poisson. Hein. C'est un OCDE 249, justement, qui est un peu plus éthique que de faire des tests sur des organismes, même si ce sont des embryons. Nous, on travaille sur des cellules de poisson et ça répond à une accréditation OCDE 249. On fait du copépode marin, l'ISO 14669, on fait de l'algue marine et on fait de l'embryotox, le test d'huître qui a été mentionné tout à l'heure, comme par Monsieur Bobet. Mais effectivement, ce test sur larves d'huîtres, il y a des mois où il n'est pas possible d'avoir des huîtres matures et donc d'avoir des gamètes. Et donc, effectivement, quand on ne peut pas avoir de gamètes, on ne peut pas faire un test d'embryotox. Donc, voilà, effectivement, il y a une limite à ce test, c'est qu'effectivement, pendant 1 ou 2 mois dans l'année, donc c'est pas forcément janvier-février, hein, cette année, c'était plus novembre-décembre, mais effectivement, il y a 1 ou 2 mois pendant laquelle la ferme aquacole de Guernesey n'est pas susceptible de nous fournir des organismes matures sexuellement. Donc, effectivement, dans ces cas-là, on congèle les échantillons pour pouvoir le faire ultérieurement. Donc voilà, c'était pour vous présenter très rapidement un peu ce qu'on est capable de faire. Et donc voilà, on fait quand même pas mal de choses avec une spécificité milieu marin et des activités hormonales et activités génotox pour des mesures d'effets biologiques bien particuliers. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Et puis, je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse effectivement pour l'incident technique que j'avais pas vu. Donc, mais j'ai réussi à faire 2 choses en même temps. Donc, je pourrais prévenir ma femme qu'un homme arrive à faire 2 choses en même temps. Voilà, ça va la rassurer. Je ne sais pas si ça va la rassurer, mais je pourrais lui dire. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Madame Sartelet d'Eurofins. Là, j'en suis quasiment sûr. Je vous laisse partager votre écran et je reprendrai le diaporama après. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais donc effectivement partager mon écran. J'ai la main normalement. Est-ce que l'écran est visible? Oui, très bien. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je me présente, moi je suis Marie Sartelet, je suis la directrice de la société Eurofins Écotoxicologie France. Voilà, donc je suis directrice de cette société depuis janvier 2023 et j'ai travaillé avant dans le milieu industriel. Voilà, je suis ingénieure chimiste de formation et je suis accompagnée aujourd'hui donc par Héloïse Renouf, qui est écotoxicologue et qui est chef du laboratoire pour la partie écotoxicologie. Donc, si on revient sur le sens de cette démarche de surveillance écotoxicologique des rejets industriels, elle est bien d'identifier dans la durée l'impact environnemental potentiel de certains rejets industriels en mesurant l'impact global de ces rejets sur des organismes vivants représentatifs de l'écosystème du milieu récepteur. C'est donc la définition même de l'écotoxicologie et c'est pour cela qu'on va réaliser donc, des bioessais qui ont été décrits précédemment.
Donc là, j'ai repris la liste des 5 bioessais qui sont donc listés par la NTD4 des brefs. Donc c'est des essais qui sont préconisés sur des rejets en eau douce. Et comme les différents intervenants l'ont dit juste avant, ces bioessais peuvent différer en fonction du milieu récepteur, donc milieu marin, milieu en eau de transition, ou encore du type de rejet, et notamment de la salinité du rejet. Donc là, vous voyez que cette batterie de tests inclut des tests de toxicité aiguë et des tests de toxicité chronique, ainsi que différents organismes afin d'être représentatifs de l'écosystème. On a bien tous les niveaux trophiques qui sont représentés. Donc, lors de la caractérisation initiale, dans le cadre de la mise en œuvre de la méthodologie du guide de DGPR, qu'il est préconisé de réaliser l'ensemble de ces tests au bémol près de la lentille d'eau, où ce bioessai est réalisé uniquement si le bioessai sur algues d'eau douce n'est pas possible, donc notamment pour des effluents qui sont colorés. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'un bioessai. Donc, comme l'a dit M. Journal juste avant, tout le monde n'est pas écotoxicologue et on peut se poser la question de qu'est-ce qu'un bioessai, quel est le principe et qu'est-ce qu'on va faire finalement sur votre échantillon pour mesurer sa toxicité. Donc, je vais prendre l'exemple de l'essai algues d'eau douce. Voilà, je vais décrire le principe. Donc, le principe sera le même pour les autres bioessais. Donc, on met en contact, en fait, votre échantillon avec l'organisme et on observe s'il y a un effet. Ensuite, les conditions sont évidemment différentes en termes de durée, etc. pour chaque bioessai, puisqu'elles sont à chaque fois adaptées à l'organisme testé et à son milieu de vie. Donc, pour l'essai sur algues d'eau douce, c'est une espèce micro-algue, donc Rhaphidocelis subcapitata, qui est utilisée. Donc, vous la voyez ici. Donc, vous avez l'échelle. Donc, on est bien sur une échelle microscopique. Le principe de l'essai, c'est qu'on va incuber, donc ici pendant 72 heures, l'organisme, donc les algues, à partir, donc dans des milieux préparés à partir de l'échantillon dilué à différentes concentrations. Ensuite, on va aller mesurer les concentrations algales et calculer des pourcentages d'inhibition du taux de croissance. Le paramètre qu'on va chercher à déterminer, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est la CE50. La CE50, c'est la concentration de la substance testée qui induit 50% d'effet sur l'organisme. Donc, c'est un paramètre un peu phare en écotoxicologie et c'est ce qui va permettre l'interprétation des résultats en termes de niveau de toxicité de vos effluents. Pour déterminer cette CE50, on a donc besoin de tester l'échantillon à différentes concentrations. On fait un premier essai préliminaire pour cibler la gamme de l'essai définitif et ensuite on fait un essai définitif. Pour la détermination d'une CE50, il faut donc 5 concentrations testées. On va réaliser 3 réplicas pour chaque concentration et on va également avoir un témoin qui va évoluer dans les mêmes conditions d'essai que les échantillons qui sont testés à différentes concentrations. Et on va avoir 6 réplicas sur le témoin. Donc vous voyez, pour un échantillon, on a déjà 21 essais concernant en tout cas sur l'essai algues pour pouvoir réaliser l'essai. Alors pourquoi il y a autant de réplicas? C'est dans un objectif de vérifier évidemment la répétabilité, la fiabilité du résultat, puisqu'il y a des critères de validation de l'essai par rapport notamment à la variabilité entre les réplicas. Donc là, vous voyez par exemple les flacons, donc le T pour témoin, donc on a bien des témoins avec une eau qui est légèrement verdâtre, donc on a bien eu un développement algal dans ces témoins. Au bout de 70 heures, on va donc compter les algues donc sur cellules de Malassez, qui est une technique de démembrement, pour calculer le taux de croissance. Donc, vous voyez ici, par exemple, un résultat. Donc, on a 3 des 6 réplicas témoins qui sont bien avec une eau un peu verdâtre. Donc, il y a eu un développement algal. Et ici, vous voyez 3 réplicas du test sur une concentration où l'eau est restée incolore. Donc, rien que par observation, on voit ici qu'il y a un effet confirmé finalement de l'échantillon sur le développement de l'organisme. Et ensuite, en termes d'exploitation des résultats, donc tous ces comptages vont être exploités avec un traitement statistique des données pour déterminer la fameuse concentration d'échantillons pour laquelle 50% de la croissance des algues est donc inhibée. Donc voilà le principe d'un test d'écotoxicité et ce sera globalement le même principe pour les autres organismes avec des durées plus ou moins longues en fonction. Donc ça suit les normes ISO qui ont été citées précédemment et qui sont citées également dans la réglementation.
Donc, nos solutions à Eurofins pour la mise en place de la caractérisation initiale de vos rejets à queue. Donc, nous sommes en capacité de réaliser ces essais, donc les 5 qui ont été cités précédemment, mais également les autres bioessais qui sont plus adaptés à vos rejets ou à vos milieux récepteurs. Et on a une offre assez globale, mais qui est évidemment adaptée en fonction de votre besoin. Donc, de l'appui conseil sur la stratégie de testing, parce que ce n'est pas forcément des choses évidentes, comme on l'a dit. Après, il y a le guide qui est quand même très bien fait et qui aide vraiment à déterminer sa stratégie. Le prélèvement et le transport d'échantillons, la réalisation des bioessais et évidemment le rendu de résultats avec une aide à l'interprétation. Donc, sur l'appui conseil sur la stratégie de testing, qu'on en a parlé un petit peu avant, en fonction des caractéristiques de vos procédés de fabrication, c'est ça qui va définir la nature de vos rejets. Donc, on devrait répondre à certaines questions, tout ça est décrit encore une fois dans le guide, pour pouvoir réaliser cette caractérisation initiale. Quelles sont les modalités de mesure? Quelle va être la fréquence? Est-ce que vous êtes sur un rejet continu, un rejet par batch? Est-ce que vous avez une variabilité afin de déterminer le nombre de campagnes de prélèvement et, in fine, quel bioessai et quelle fréquence? Donc, l'offre logistique comprend également le prélèvement des échantillons et le transport des échantillons selon évidemment les exigences décrites avec la conservation des échantillons qui doit être tenue donc pour chaque essai. La réalisation des bioessais et le rendu de résultats personnalisés. Donc, nous délivrons les résultats sous le format adéquat pour vous permettre l'utilisation des données. On a parlé un peu d'interprétation tout à l'heure. Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de guide à proprement parler, en tout cas dans la réglementation, mais le guide justement de la DGPR, à partir des valeurs de CE50, indique du coup des valeurs cibles pour pouvoir interpréter les résultats. D'autre part, on a une expérience dans la caractérisation de dangerosité des effluents et on est capable de faire aujourd'hui des liens entre les substances et les molécules présentes dans les effluents et la toxicité constatée. Évidemment, cela nécessite d'avoir des données physico-chimiques, notamment les données de votre autosurveillance. Voilà, donc ça peut déjà donner des pistes pour expliquer certaines toxicités, même si, comme on l'a dit juste avant, quand on ne recherche pas une substance, on ne peut pas la trouver. Donc, on ne peut pas forcément avoir toutes les substances qui sont présentes, les coproduits, les effets cocktails qu'il peut y avoir, mais cela peut déjà donner une bonne indication. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes. Oui, je suis à la fin. Pour qu'on puisse passer. Merci. Voilà. Donc, juste rapidement, donc notre laboratoire, il est expert en écotoxicologie depuis plus de 35 ans. Donc, on est situé à Maxéville, près de Nancy. On est une équipe de 20 personnes. Le laboratoire s'étend sur une surface de 400 mètres carrés. On suit la norme ISO 17025 dans le cadre de notre système de management de la qualité. Nous sommes accrédités COFRAC. Nous avons également l'agrément Crédit Impôt Recherche dans le cadre de recherche en R&D que l'on fait en écotoxicologie. Et puis, voilà, de manière plus générale, j'ai parlé d'écotoxicité. Donc, on a une quarantaine de bioessais dans notre catalogue. On a également d'autres domaines comme la biodégradabilité ou comme l'évaluation de la dangerosité d'un déchet via les critères HP de l'INERIS. Voilà. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Je suis disponible si vous avez des questions maintenant ou ultérieurement sur le sujet de l'écotoxicologie. Merci. Merci beaucoup, Madame Sartelet. Je vous propose qu'on passe directement à la prochaine présentation et on reviendra s'il y a des questions sur les deux dernières présentations. Monsieur Garivier, je vous laisse la parole. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, en complément de tout ce qui vient d'être dit sur les laboratoires d'écotoxicologie, on se place un petit peu également en tant qu'acteur depuis une trentaine d'années sur l'écotoxicologie et depuis une grosse quinzaine d'années maintenant sur l'hydrobiologie, avec différents pans d'activité. Et je pense qu'un des parents pauvres, mais ça fera l'objet d'une discussion, une ouverture à la discussion, c'est peut-être l'hydrobiologie qui n'a pas forcément été citée. Certes, on est sur l'évaluation de la toxicité des rejets, néanmoins,
L'écotox, c'est une chose dans le rejet, in fine, dans le milieu naturel, il peut s'exercer. On peut caractériser voilà, également dans le milieu naturel via l'hydrobiologie un impact éventuel du rejet et la trace qu'il peut laisser sur des populations qui sont autochtones, que ce soit via des indices biologiques ou effectivement, et à ce moment-là, on peut se faire également épauler par Biomae, notre filiale pour tout ce qui est gammar, etc. Parce que en contre-appui de ces essais écotox, l'impact du rejet dans l'environnement peut également être nécessaire. Rapidement décrite la présentation du labo Ecotox avec ces trois laboratoires. Hein, donc, le département est divisé en trois, un labo d'hydrobio, un labo d'Ecotox et un labo de phyto dont on parlera peu, c'est pas l'objet aujourd'hui. Tu peux défiler, Laurent, comment tu défiles? C'est Sylvain qui fait ça. Voilà, ça, merci pour le slide. Sur la présentation qui se voulait plus globale du labo Ecotox, mais je vais aller très très vite pour revenir sur les effluents. Sachez qu'on teste effectivement toute matrice potentielle, que ce soit des sols, des sédiments, des boues, des déchets, de la cosméto, dans le cadre des directives ICPE, directive H14, les sédiments, etc. Merci pour la slide suivante. Voilà, donc les différentes matrices possibles. Je vais commencer par l'écotox terrestre. Là aussi, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais c'était présenté plus rapidement le labo de l'écotox avec tous les tests végétaux vers de terre qu'on est capable de mettre en place. Voilà, merci beaucoup. Également, tout ce qui est biodégradabilité sur différents effluents ou substances chimiques via les normes, bien sûr, existantes. Sachant qu'en fait, effectivement, on est couvert par les accréditations COFRAC pour tous les tests, la plupart des tests que l'on présente, évidemment. COFRAC par rapport au programme Laboratoire 23 ou COFRAC hors programme. Voilà, en vous remerciant. Et puis, sur l'écotox aquatique, qui touche principalement donc la directive DGPR, eh bien, on retrouve l'ensemble des tests que l'on est susceptible de proposer. Voilà, sans vouloir faire le catalogue, en fait, il y a tous les tests qui sont proposés dans la directive, mais également les textes complémentaires qui sont cités en annexe, aussi bien en écotox aquatique eau douce qu'en écotox marine. Absolument. Merci beaucoup. Voilà, je ne vais pas vous faire l'injure de redire ce qui avait été dit, donc j'avais fait ça voilà, pour représenter effectivement le contexte, mais ça a largement été présenté et très bien présenté dans cette directive. Et on retrouve donc effectivement l'ensemble des tests, les principaux, entre guillemets, qui pouvaient être susceptibles d'être présentés, d'être demandés dans ce suivi. Donc, œufs de poisson, hop, pas si vite quand même, œufs de poisson, daphnie, microtox, les lentilles d'eau, bien sûr, avec la Lebna minor, mais également la Spirodella qui est son pendant, peut-être beaucoup plus. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier également que l'industriel peut s'appuyer sur nous pour lui proposer les MTD. C'est-à-dire les MTD, c'est, voilà, il ne faut pas galvauder le terme, hein, c'est les meilleures techniques disponibles. Et par conséquent, quand le test lentilles d'eau Lebna minor va mettre 72 heures et extrêmement chronophage pour être réalisé, demande des cultures. Il est judicieux de passer par des alternatives, également de lentilles d'eau, mais en utilisant des biotests qui ont été simplifiés et qui donnent, avec l'appui de la littérature là-dessus que je pourrais fournir, des sensibilités tout à fait équivalentes. Et donc là, on se retrouve avec un test, à mon sens, un petit peu sous-estimé, moins connu, mais qui est reconnu par le BREF textile. Et alors le BREF chimie, voilà, il serait judicieux de savoir pourquoi ils l'ont écarté, pas reconnu, parce qu'il est vraiment très, très, très intéressant. Voilà. Et puis les eaux douces et marines qui sont réalisées en routine au laboratoire, bien évidemment. Merci beaucoup. Et ben voilà une redite. Donc voilà, encore une fois, c'était par rapport à ce contexte de projet DGPR où, en fonction du rejet et du milieu dans lequel il va être rejeté, donc les tests principaux qui sont cités. Ensuite, ne pas oublier donc d'aller voir un petit peu dans les annexes, donc le test Spirodella, le test Serio, qui est un test extrêmement intéressant, et le test rotifère également Brachionus, qui peut donner des informations également pertinentes. Toujours favoriser un petit peu les tests chroniques également, ça donne un peu plus d'informations que les tests parfois aigus. Et
en retour, voilà, par rapport au projet, donc 4 campagnes d'analyse à minima sur la première année, avec une période de surveillance dont les fréquences seront définies en fonction des niveaux tox obtenus, pour ensuite donner suite à une surveillance pérenne en fonction des résultats. Voilà. Le pendant de cela, c'est effectivement les tests sur rejet salin. Et donc là, on adapte évidemment en passant sur des tests marins, donc algues, microtox. Et là, encore une fois, le copépod marin qui peut présenter des difficultés de réalisation parce que pas toujours simple à obtenir, etc., pourrait trouver un équivalent sympathique sur le test rotifère marin, également issu d'un biotest mis en place. Donc voilà, pas hésiter également à discuter des tests qui peuvent être mis en place et qui peuvent trouver écho auprès des autorités si on motive bien le test et son remplacement éventuel de celui qui est éventuellement préconisé par un test annexe qui peut être également tout à fait requis. Voilà, je vous remercie. Et ensuite, ben voilà, pour les contacts, voilà, et encore une fois, voilà, je pense que au-delà, puisque comment dire, par rapport aux entreprises pilotes, certes, il y a le projet des GPR qui s'inscrit dans une démarche, etc., mais pas oublier d'aller voir peut-être un peu plus loin, via des indicateurs biologiques, l'impact éventuel sur les communautés qui seront situées dans les cours d'eau, donc soit en posant des gamarres, par exemple, dans des caves, etc., soit en faisant des indices biologiques qui pourraient également donner des informations entre une station amont et une station aval. Ça peut être également un bon complément. Voilà. Mais après, je rejoins M. Journel. Après, tout cela, ça peut avoir un coût. Donc, tout ça, c'est à évaluer. Et puis, voilà, simplement, voilà. Merci de votre attention pour ces diapositives. Merci beaucoup. Je suis désolé pour Eurofins et Carso, ça a été un peu au kilomètre par rapport aux autres. On avait un peu, on arrivait au terme du temps et je voulais que vous ayez lors de vos interventions le maximum de participants. Je vais donner la parole à Laurent. Non, j'ai une question. Là, j'entendais Eurofins, c'est le crédit impôt recherche. Juste une question peut-être à M. Malgorn, mais je pense que j'ai la réponse. C'est pas éligible au crédit impôt recherche, tous les tests de diagnostic amont. J'en ai aucune idée. J'avoue que je ne pense pas, mais je ne sais pas. D'accord. Parce que je pense pas que ça soit. Je pense pas que ça soit. Est-ce qu'il y a des... Il y a peut-être des aides à l'agence de l'eau. Je ne pense pas non plus. Oh. Okay. Non, mais des aides à l'agence de l'eau, vous avez raison, M. Malgorn, ça peut être pertinent d'aller poser la question. Guillaume? Nous, je sais que certaines de nos analyses, dans ce cadre-là, sont financées par l'agence de l'eau, hein, en différence amont-aval et efficacité de traitement. Oui, parce que ça s'inscrit probablement dans le cadre d'une efficacité de traitement, c'est-à-dire de la mise en place par l'industriel d'un nouveau processus. Et à ce moment-là, vous avez dû sans doute faire un dossier ou un dépôt auprès de l'agence de l'eau pour justifier de cela. Et en l'occurrence, elles peuvent vous aider à démontrer que le processus est un investissement. Ben voilà, surtout par rapport à des comparaisons amont-aval. Et certainement, l'hydrobio rentre en ligne de compte, absolument. Guillaume? Oui, bonjour à tous, Guillaume Jubot, directeur du laboratoire Biomé. Je reviens sur la problématique des rejets salins qui a été soulevée dans la précédente présentation par Romain Journel. Effectivement, nous, Biomé, dans le cadre des déploiements qu'on fait, alors sur des expérimentations in situ dans le milieu, on a été confronté à un industriel, effectivement, qui voyait qu'effectivement, en amont, en aval de son rejet sur le milieu récepteur, il n'y avait pas d'impact toxique sur le milieu. Et que quand il comparait avec ces données de tests d'écotoxicologie qui ont été faites sur des effluents, notamment de la Daphnie, il se rendait compte qu'il y avait des effets toxiques qui étaient très forts et en fait, il avait un petit peu de mal à comprendre d'où ça venait. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça fait le lien justement avec la remarque précédente, c'est que en fait, ils nous ont transmis les données pour regarder un petit peu, essayer de comprendre la cohérence entre tout ça. Et la première chose que nous, on a vu, effectivement, c'est que en fait, ils étaient exposés à des rejets qui étaient très salés. Et que en fait la toxicité apparente qui était observée en fait sur les tests pouvait être autant attribuée en fait à la conductivité forte du rejet qu'à la présence de micropolluants.
Et donc, effectivement, ça remet du poids sur ce qui a été dit précédemment. Et je ne sais pas comment c'est intégré en fait dans le guide des MTDD sur comment en fait on appréhende un rejet aqueux salin avec justement l'expérimentation sur des espèces d'eau douce. En fait, on va effectivement pouvoir avoir de l'effet, mais qui n'est pas forcément lié à la présence de micropolluants. Et effectivement, voilà, je voulais savoir si effectivement c'était pris, si c'était pris en charge, pris en compte en fait dans l'évaluation des guides, parce que je pense que c'est un point important. Puis la deuxième question, c'est de savoir en fait si dans ce cadre-là, des tests qui doivent être mis en place, il y a une obligation d'accréditation pour la réalisation de ces tests. Alors, sur la partie prise en compte d'un rejet qui serait salin dans une eau douce, alors je ne connais pas le guide moi dans le détail, hein, c'est pas moi qui l'ai rédigé, c'est l'INERIS avec l'appui des laboratoires. Donc je suppose que ça a été pris en compte, mais il est possible que ça ne le soit pas. Et c'est là que justement de l'intérêt de l'expérimentation qui est en cours par des sites qui pourraient être concernés pour justement pouvoir améliorer la prise en compte de ce point-là. Je sais que les rejets salins, eux, dans le milieu salin, sont clairement mentionnés. Un rejet salin dans un milieu d'eau douce, je ne peux pas vous le dire, n'ayant pas la connaissance plus précise. C'est présent dans le guide, hein, Loïc. Oui, c'est marqué dans le guide, bien entendu. J'ai envie de dire. Non, il est parfait, le guide. C'est pris en compte. Dans ces cas-là, on prend des organismes marins. Même si c'est... voilà. Donc, il y a une gamme de conductivité parce que, enfin, voilà, bon, moi, je découvre un peu ce guide-là, mais effectivement, on peut être étonné des fois d'être confronté avec des industriels qui n'avaient pas forcément intégré cette notion-là et qui se retrouvent avec des données d'écotox qui ne sont pas forcément faciles à interpréter par rapport à l'impact chimique qu'ils peuvent avoir dans leur rejet. Mais si c'est intégré, c'est très bien. Parfait. Et alors, votre deuxième question, du coup, je l'ai mangée. C'était sur l'accréditation, en fait. Est-ce que en fait, les tests doivent être accrédités qu'OFRAC pour la réalisation de ces... Oui, donc normalement, c'est une donnée obligatoire et c'est précisé on a un avis qu'on met à jour régulièrement qui précise justement tout ce qui est technique, normes qui doivent être mises en œuvre pour les prélèvements, les analyses. Donc cet avis sur la méthode normalisée qui vient d'être mis à jour il y a peu de temps. Donc oui, il faut bien être accrédité pour faire les mesures qui portent normalement principalement sur les normes d'ailleurs. Enfin, les tests à utiliser sont principalement ceux qui sont proposés au niveau européen. Ok, merci pour vos réponses. Merci. Monsieur Journel, j'ai vu que ça s'est allumé. Est-ce que vous vouliez prendre la parole? C'était une erreur. Non, c'est juste pour compléter par rapport à par rapport au rejet salin, juste pour mentionner que en plus de la réalisation des tests écotox, on doit réaliser un certain nombre d'analyses physico-chimiques en support et notamment conductivité. Donc effectivement, sur la base des analyses qui seront réalisées, on sera capable, enfin en tout cas l'industriel sera capable de faire un lien peut-être entre conductivité et toxicité. Voilà. En tout cas, c'est partie du package. Merci. Je suis désolé, je vous propose qu'on... Alors, il y a une dernière question qui arrive dans la conversation et après, je vous propose de clore. Une limite en conductivité est-elle précisée dans le guide? Si oui, laquelle? Quelle incidence des conditions de conservation des eaux, froid, congélation sur les résultats? La parole est à la défense. C'est toujours pareil. Moi, malheureusement, ma connaissance du guide n'est pas celle d'un technicien. Même si je suis ingénieur, donc je ne saurais pas vous dire s'il y a une limite en conductivité. Ceux qui ont participé à son élaboration pourront vous le dire. Je vous invite à aller le lire, comme ça vous le saurez. Et l'incidence des conditions de conservation des eaux, froid, congélation sur les résultats, ça a été abordé aussi tout à l'heure. Je ne sais pas non plus, mais il est possible que c'en ait une. Mais je ne peux pas vous dire oui ou non non plus. Je suis désolé, en fait, je ne vous fais pas de réponse. Mais, Si je peux me permettre, Marie Sartoli, pour répondre, il y a des limites de salinité qui sont évoquées dans le guide. Et pour la deuxième partie de la question, qui était sur, ça vient de m'échapper. Quelle incidence des conditions de conservation des eaux, froid, congélation sur les résultats? Voilà, donc il y a bien une incidence, sur les résultats, donc il faut bien, en tout cas, respecter les conditions de conservation qui sont notées notamment dans les normes pour pouvoir réaliser les essais.
Merci. Je vous propose de clôturer. Je remercie chaleureusement Monsieur Malgorn de la DGPR d'avoir vraiment pris du temps et d'être resté l'intégralité de ce webinaire avec nous. Les entreprises qui ont accepté de témoigner, Sanofi et Solvay France, Syensqo, si je n'ai pas fait d'erreur de ces prises de parole. Je remercie Eurofins et Carso sur les offres écotoxicologiques, forcément l'intégralité des gens qui ont suivi ce webinaire. Et puis, un remerciement spécial au CSF et à toi, Laurent, France Biosurveillance, sans qui le webinaire n'aurait certainement pas eu la même saveur et la même organisation. Donc, merci beaucoup à toi. Et je te laisse le mot de la fin si tu veux clôturer. Tu enverras les slides ou pas Oui, alors on a les slides effectivement, mais si l'intégralité des personnes qui ont présenté donnent leur droit de diffusion, il n'y a aucun problème. Sinon, vous revoyez vos documents s'il y a certaines slides que vous ne souhaitez pas qu'on diffuse, ou si vous ne voulez pas, vous nous le faites savoir et on n'enverra pas vos slides. Et la dernière chose, c'est que le webinaire a été enregistré. Il pourra être mis à disposition des gens qui le souhaitent sur demande, puisqu'on ne va pas envoyer un flux de data comme ça à tous les participants, mais si des gens souhaitent avoir, on peut leur redonner. Laurent, je te laisse le mot de la fin et je vous remercie toutes et tous pour ce moment important de la réglementation et ces retours d'expérience. Écoutez, moi aussi, je remercie tout le monde. Je ne vais pas remercier tout le monde, mais en tout cas, merci vraiment sincèrement. Moi, je constate simplement que la biosurveillance et l'écotoxicologie de manière générale, moi qui suis complètement novice dans ce domaine, mais depuis 6 ans, je connais un peu plus, je vois que les choses avancent réellement et j'en suis vraiment heureux. Et concrètement, vraiment, encore une fois, l'écotox va prendre une part, va pas transformer les choses, mais ça devient complémentaire aux mesures physico-chimiques classiques qui sont réalisées depuis des années. Voilà, donc je suis vraiment heureux que ces outils soient de plus en plus utilisés. On va continuer à contribuer chez France Biosurveillance et aussi dans le cadre du contrat de filière pro. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.